Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler du déclin du Parti communiste français. Le Parti communiste français avait été créé en 1920, après le congrès de Tours, où les délégués de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, créée en 1905 par entre autres Jean Jaurès, devaient voter pour l'adhésion ou pas aux 21 conditions de Lénine, le chef bolchevique, pour entrer dans la 3e internationale. La SFIO appartenait à la 2e internationale. La majorité du Congrès décida d'accepter les 21 conditions de Lénine, et donc va fonder la section française de l'Internationale communiste, qui va devenir le PCF en 1920, et les minoritaires vont rester à la SFIO. Alors, durant l'entre-deux-guerres, le PCF a eu un certain succès, en tout cas un certain poids dans la vie politique française. Il soutint notamment les grèves en 1936 qui amenèrent aux accords de Matignon, signés par le gouvernement de Front Populaire, qui créaient notamment les congés payés. Alors, pourquoi le Parti communiste devint le premier parti de France à la libération en 1944 ? C'est à cause de son action dans la résistance, puisque je le rappelle, à partir de juin 1941, lorsqu'Hitler envahit l'URSS, et rompt d'ailleurs le pacte germano-soviétique, les communistes français, comme un seul homme, vont entrer dans la résistance et être un acteur majeur de la libération de la France. D'où l'immense prestige de ce parti à la libération. Alors le Parti communiste va rester pendant 25 ans le premier parti de France, mais il va connaître un déclin inexorable à partir du milieu des années 70 et après quoi. Alors, j'ai déterminé 4 causes responsables de ce déclin, des causes socio-économiques, des causes culturelles, qui sont d'après moi les plus importantes, puis des causes plus marginales, comme des causes politiques et liées à l'image de l'URSS. Alors, au niveau des causes socio-économiques, alors il faut savoir que le Parti communiste français est vraiment un parti qui est comme un poisson dans l'eau, dans l'économie française des 30 glorieuses. Une économie industrielle et qui connaît une croissance substantielle. Il faut savoir que le cœur électoral du Parti communiste est constitué des nombreux bataillons des ouvriers qui travaillent dans des usines, dans les mines de charbon, les mines de fer, dans les usines sidérurgiques, automobiles, et que cet électorat, à partir du début des années 70, va commencer à décliner. Pourquoi ? Parce que la France connaît une grande mutation économique, puisqu'elle va passer d'une économie industrielle à une économie tertiaire, qui va voir la France se désindustrialiser. Alors, désindustrialisation de la France, qui se traduit par la fermeture des usines. Je pense aux grands complexes miniers et textiles dans le Nord-Pas-de-Calais, et à la délocalisation à l'étranger de la production. Donc évidemment, avec le déclin de l'industrie française, mécaniquement, il va y avoir une disparition progressive des ouvriers d'usine, et donc un déclin électoral du PCF. Je rappelle aussi que la CGT, le syndicat général du travail, qui était quand même quasiment sous tutelle du Parti communiste, en tout cas en douce, œuvrait à diffuser la propagande du PCF dans le cadre de ces usines pendant très longtemps. Mais évidemment, quand les usines ont fermé, il était plus malaisé à la CGT de diffuser en fait son message philo-communiste. Alors, je prends toujours l'exemple d'un quartier de Marseille, l'Estac, pour prouver ce que je dis. En fait, à l'Estac, pendant des dizaines d'années, il y avait un gros complexe chimique, dirigé par Péchinet et Eugène Kuhlmann, il y a eu plusieurs propriétaires, qui employait des centaines d'ouvriers qui habitaient l'Estac, ou les quartiers nord de Marseille. Dans les années 90, cette usine a fermé,
et progressivement l'électorat ouvrier a disparu, et en 2012, c'est le socialiste Henri Gibrael qui a été élu député de cette circonscription, alors que pendant 50 ans, elle avait été communiste. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les films de Robert Guédiguian, notamment Marius et Jeannette, qui montrent bien ces friches industrielles qui peuplent l'Estac. Alors à ces causes socio-économiques s'ajoutent des causes culturelles. Si la France a connu une mutation économique dans les années 60-70, elle a connu aussi une mutation sociétale. Les modes de vie vont changer, et dans les années 70, on va voir apparaître la société de consommation. C'est un livre d'ailleurs de Jean Baudrillard, qui va profondément modifier les manières de vivre des Français. La société de consommation, elle met en avant tout l'individualisme comme valeur, et elle pousse à consommer en fait au niveau des pratiques des consommateurs français. Grosso modo, le citoyen va progressivement se transformer en consommateur et devenir consommateur avant d'être citoyen. C'est un peu la transformation de l'homo soviéticus en homo consumericus. C'est une expression, il me semble, de Gilles Lipovetsky, avec des individus qui vont préférer fréquenter les centres commerciaux plutôt que les meetings de Georges Marchais. Donc en fait, on va avoir progressivement une nouvelle génération qui va être plus sensible en fait aux sirènes de la société de consommation, qui vont être plus individualistes, moins altruistes, valeurs en fait qui étaient un peu en décalage par rapport à celles que défendait le Parti communiste français. Évidemment que le PCF défendait des valeurs plutôt altruistes, collectivistes, plutôt que des valeurs individualistes. Donc évidemment, cette nouvelle génération va être moins à l'écoute du discours communiste, et le Parti communiste va être un peu déphasé face à ces nouveaux citoyens. Globalement, on est passé de Che Guevara à Cyril Hanouna. Alors je force un peu le trait, mais on n'en est pas loin. Alors il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de cette mutation. Jean Baudrillard, La société de consommation, Le système des objets, Guy Debord, Michel Clouscar. Le PCF commence à être un petit peu déphasé et même ringardisé par les médias mainstream, avec l'image très ouvriériste que renvoyait le secrétaire général Georges Marchais et Henri Krasuki, par exemple, le secrétaire général de la CGT. Alors, il y a aussi des causes politiques qui, d'après moi, sont beaucoup plus mineures. Il faut savoir qu'en 1971, à la surprise générale, François Mitterrand, vieux routier de la 4e République, candidat malheureux à la présidentielle de 1965, devint contre toute attente le nouveau secrétaire général du nouveau Parti socialiste, créé lors du congrès d'Épinay en 1971. Mitterrand va opter pour une nouvelle stratégie, celle de s'allier avec les communistes, car il est persuadé que c'est une alliance nécessaire pour accéder au pouvoir. De fait, en 69 au présidentiel, s'était allié avec le centre, et il avait connu un échec retentissant. Cela va se faire assez vite, dès 1972, avec la signature du programme commun de la gauche, entre François Mitterrand du PS, Georges Marchais du PCF et Robert Fabre du Parti radical. Léger échec, échec de peu face à Giscard au présidentiel de 1974. Là, les communistes n'avaient pas présenté de candidat. Échec encore lors des élections législatives en 1978. Mais cet échec est relatif parce que pour le PS, c'est la première fois que le Parti socialiste devance le Parti communiste dans une élection législative. Le Parti communiste, en fait, perd son leadership à gauche, et c'est ce que voulait Mitterrand. Mitterrand aussi avait été, entre guillemets, malin, puisqu'il avait énormément gauchi le programme du Parti communiste, le programme du PS. En effet, les 110 propositions du candidat Mitterrand à la présidentielle de 1981 étaient très marxisantes.
sous l'action notamment de Jean-Pierre Chevènement, qui dirigeait le CRS, qui était une fraction en fait du Parti socialiste. Il faut savoir quand même qu'en 1981, Mitterrand va nationaliser toutes les grandes banques françaises et la moitié de l'industrie. Et donc évidemment, en gauchisant son programme, il a piqué des électeurs au Parti communiste. Alors, la diabolisation et la chute de l'URSS. Alors, comme le dit Marc Lazare dans Le communisme, une passion française, l'URSS a plutôt eu bonne presse en France pendant très longtemps. Alors d'abord parce que le PCF pendant 25 ans était le premier parti de France et qu'il diffusait une image très positive évidemment de l'URSS. C'était le fils aîné de l'Église soviétique, et lorsqu'en 1979 l'armée rouge envahit l'Afghanistan, Marchais qui était à Moscou justifia cette invasion. Le Parti socialiste, en tout cas dans les années 70, qui était allié aux communistes, mettait sous le boisseau la critique de l'URSS, mais encore plus énorme, paradoxalement, même à droite, on était plutôt soviétophile. Les gaullistes par anti-américanisme, et parce que le général de Gaulle avait toujours privilégié l'équilibre entre les deux grands, mais même Giscard, qui était un social-libéral, a eu de très bonnes relations avec le secrétaire général de l'URSS, du PCUS, Léonid Brejnev, et ce fut le seul dirigeant occidental qui, en 1980, après l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, put rencontrer Léonid Brejnev. Il avait été surnommé d'ailleurs à l'époque le petit télégraphiste de Brejnev. Malgré tout, l'image de l'URSS va un peu se fissurer au cours des années 70. Il y a eu la sortie du livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, en 1973, qui a eu un grand retentissement éditorial en France et dans le monde, et qui avait été reçu par Bernard Pivot dans son émission culte Apostrophe. Il y a eu aussi les nouveaux philosophes, BHL et André Glucksmann, qui avaient attaqué l'utopie socialiste. BHL dans la barbarie à visage humain. Grand succès éditorial aussi des années 70. Il y avait la critique évidemment du libéral Jean-François Revel, qui était aussi rédacteur en chef du journal L'Express. Mais les critiques les plus graves, si je puis dire, elles vinrent de l'intérieur du parti. Deux communistes marseillais, Jean et Nina Kehayan, qui étaient partis vivre en URSS pendant 2 ans, au début des années 70, en revenant en France, vont écrire 2 livres, Rue du Prolétaire Rouge, en 78, et Le Tabouret de Piotr, en 1980, qui vont critiquer, évidemment, la société soviétique, ce qui va créer quelques remous, si je puis dire, au sein du Parti communiste français. Alors évidemment, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS ne va pas redorer le blason des soviétiques. Et en 1991, lorsque l'URSS va se dissoudre, son image a été déjà très dégradée. Alors évidemment, pendant toute cette période, le PCF va connaître un déclin substantiel pour arriver au score catastrophique de Marie-Georges Buffet au présidentiel de 2002. Voilà, je vous remercie, à bientôt.